Et si nous nous trompions complètement de coupables? À force d'accuser les réseaux sociaux d'être responsables de tout ce qui ne va pas chez les adolescents, nous avons laissé s'installer deux dérives redoutables. D'abord, parce que nous enfermons les enfants et les adolescents dans un statut d'être purement vulnérables, comme s'ils étaient passifs, fragiles et incapables de discernement face à leur environnement digital. Ensuite, et surtout, parce que nous abdiquons nos responsabilités d'adultes, de parents et de décideurs publics tout en cédant à l'illusion que la société pourrait être réformée par décret. Et aujourd'hui, une étude scientifique majeure vient sérieusement remettre en cause ce récit dominant. Depuis des années, le débat public est saturé par la même idée. Les réseaux sociaux rendraient les adolescents anxieux, dépressifs, mal dans leur peau. TikTok, Instagram ou Snapchat seraient devenus les principaux responsables de la crise de santé mentale détectée chez les jeunes depuis le mi-temps des années 2010. Cette idée s'est imposée dans les médias, dans le discours politique et jusque dans certaines propositions de loi, souvent sans réelle discussion scientifique approfondie. En France, cela a récemment conduit à l'adoption d'une proposition visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une mesure présentée comme évidente, protectrice, presque morale. S'y opposer, c'est prendre le risque d'être accusé de ne pas se soucier des enfants ou de se soumettre aux diktats des GAFAM. Pourtant, la question mérite beaucoup plus de rigueur que cela. Début décembre, une vaste étude longitudinale britannique a été publiée dans le Journal of Public Health, une revue scientifique d'Oxford. Cette étude a été menée par une équipe de chercheurs affiliés, notamment à l'université de Manchester et à l'Institut norvégien de santé publique. Elle repose sur un échantillon exceptionnellement large. Plus de 25 000 adolescents, âgés en moyenne de 12 ans, suivis sur 3 années consécutives dans la région du Grand Manchester. Ce point est crucial, car la plupart des études précédentes sur les réseaux sociaux reposaient sur des enquêtes dites transversales, dans lesquelles on mesure le temps passé sur les écrans et l'état psychologique à un instant T, tout en déduisant une corrélation. Le problème, c'est qu'une corrélation ne dit rien du sens de la relation. Est-ce l'écran qui crée le malaise ou le mal-être qui pousse vers l'écran? Cette nouvelle étude, elle, utilise une méthode longitudinale, beaucoup plus robuste. Elle permet de distinguer ce qui relève de différences stables entre individus et ce qui correspond à des évolutions réelles dans le temps. Et ces résultats sont sans ambiguïté. Ni le temps passé sur les réseaux sociaux, ni la fréquence de jeux vidéo ne prédisent une dégradation ultérieure de la santé mentale, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Autrement dit, augmenter son usage des réseaux sociaux ne conduit pas, en moyenne, à devenir plus anxieux ou plus dépressif l'année suivante. Dans certains cas, c'est même l'inverse qui est observé. Des adolescents déjà en difficulté modifient ensuite leurs usages numériques. Le mal-être précède donc souvent l'usage intensif et non l'inverse. Ces données changent radicalement la perspective que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux, puisqu'ils apparaissent moins comme une cause directe que comme un espace de compensation. Beaucoup d'adolescents y cherchent du lien, de la reconnaissance, de l'attention, parfois ce qui leur a manqué plus tôt. Les spécialistes de la petite enfance le rappellent depuis longtemps. La construction psychique se joue très tôt, entre 0 et 6 ans. Le regard, la parole, les limites, la présence affective sont déterminants. Lorsqu'ils font défaut, certains jeunes tentent plus tard de combler ce manque ailleurs. Tant, dans le débat public, cette complexité disparaît. À la place, on assiste à une accumulation de rumeurs, de raccourcis et de ce qu'on pourrait appeler une forme de pop psychologie. Des concepts mal définis, comme l'addiction aux écrans, sont utilisés comme des évidences cliniques alors qu'ils ne correspondent pas, pour la plupart, à des diagnostics reconnus. Des chiffres partiels sont sortis de leur contexte, et peu à peu, une idée devient une certitude, puis une base législative. Ce mécanisme est bien connu, chaque nouveau média a suscité dans l'histoire une panique morale. Le roman, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux s'inscrivent dans cette continuité. Ils sont visibles, massifs et souvent mal compris par les adultes. Ils constituent donc un bouc émissaire idéal. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout va bien. Le cyberharcèlement est une réalité grave qui touche une minorité de jeunes mais peut avoir des conséquences psychologiques sévères. Les mécanismes de captation de l'attention, les algorithmes, le défilement infini peuvent enfermer certains adolescents vulnérables dans des usages problématiques et dans une forme d'addiction. Mais ces phénomènes précis n'ont rien à voir avec une simple question de temps d'écran. Les confondre conduit à des réponses politiques inadaptées. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans donne l'illusion d'agir, mais ne traite ni les causes profondes du mal-être, ni les situations réellement à risque. Pire, cela repose sur une vision simpliste, nourrie davantage par la rumeur et la peur que par la science.
Cette étude ne dit pas que les réseaux sociaux sont bénéfiques ou sans effet. Elle dit quelque chose de plus dérangeant encore. Ils ne peuvent pas nous servir d'alibi. Le problème est ailleurs. Et tant que nous continuerons à légiférer sur la base d'idées reçues et de psychologie de plateau télé, nous passerons à côté de l'essentiel. L'accompagnement réel des enfants, bien avant que les écrans n'entrent en scène.